Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans 1 minute et on va parler de la fin du e-learning. On attend le présentateur normalement, sinon on démarrera sans lui. Il n'est pas là, donc je vais démarrer et on va parler de la fin du e-learning et je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous savez quel événement majeur a eu lieu ces 20 dernières années dans la formation ? Le Covid, exactement. On n'avait pas bossé ensemble. Le Covid, c'était il y a 3 ans. Et moins. Et globalement, on a eu un événement majeur qui a eu pas mal de troubles. Salut Yannick. Et ça a eu beaucoup d'impact et je vais vous en parler. Je m'appelle Guillaume Copin, je suis le président et fondateur de la société Exos. Ça fait 24 ans que je travaille dans le domaine du e-learning. Je croisais un ami, Jérôme, tout à l'heure et on disait que ça faisait peut-être 20 ans qu'on fréquentait ce salon. Donc on a vu pas mal de choses évoluer. Je suis spécialisé en e-learning et passionné de neuropédagogie. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, en programme, on va faire un peu d'histoire. J'adore l'histoire. Et on va aller un peu dans le futur, on va parler de prospective. Et puis ensuite, je vous parlerai de solutions. Alors attachez vos ceintures. Est-ce que le son est OK pour tout le monde au fond? Ça va, vous m'entendez? Super. Donc on va faire un peu d'histoire. J'aime bien l'histoire et on va parler de l'histoire de la formation. L'histoire de la formation, moi je le résume sur ce graphe. Il y a le synchrone, l'asynchrone, le distanciel et le présentiel. Et globalement, on a 2 mondes qui évoluent. Il y a un monde qui est arrivé il y a à peu près 50 ans, c'est le monde des organismes de formation continue. Et il y a une vingtaine d'années, un monde qu'on a connu avec Yannick, c'est les sociétés e-learning que vous avez pour beaucoup qui sont présentes ici. Et ces 2 mondes, ils ont évolué différemment. Si on regarde un peu les grandes dates de la formation, la première date, je vous la rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on la doit à Monsieur Delors. Et la loi Delors en 1971, c'est cette loi qui va permettre de donner accès aux salariés à de la formation professionnelle continue pour laquelle une partie de leur temps est rémunérée. Et ça, c'est un grand moment pour celles et ceux qui ont connu. Moi, je n'ai pas connu ça. En 86, on a les contrats de qualification. Et puis ensuite, il va falloir attendre 2004 et 2018 où on va avoir 3 réformes. Le DIF, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, le CPF et en 2018, un ajustement. On a 3 réformes globalement pour faciliter la formation. Et, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, en 2020, il y a la réponse à la crise sanitaire. On subit un impact et les organismes de formation doivent y répondre. Ils ne peuvent plus faire du présentiel, ils font différemment. Ça, c'est le premier monde. C'est le monde de la formation, des organismes de formation. Maintenant, on va regarder le deuxième monde, le monde qui est là-bas. L'univers du e-learning. Alors là, je vous ai pris une autre courbe. J'ai pris la courbe de vie d'un produit. Je l'ai adaptée. On a à chaque fois les différentes phases, amorçage, développement, déploiement, etc. Et je vous ai mis la maturité de la modalité. En 20 ans sur ce marché, on a vu pas mal de choses. Le e-learning, on va dire le e-learning asynchrone, on est sur quelque chose qui est mature aujourd'hui. On a parlé de MOOC à une époque, de SPOC à une autre époque. Ça a un peu disparu, c'est plutôt dans le domaine universitaire. Mais on est sur quelque chose qui est mature. En 2008, à peu près, on a l'arrivée des serious games en France, qui aujourd'hui sont en phase de saturation, voire quasi-disparition. Ils sont remplacés par une chose dont on parlera tout à l'heure. En 2012, en France, on a l'arrivée du micro-learning. On est sur des formats très courts, 2 minutes, plus orientés consommation sur des plateformes mobile learning, etc. Et en peu près dans les mêmes années, notamment on doit à un acteur qui est vers là-bas, que j'aime bien aussi, 360 Learning, il y a le social learning et on a des acteurs qui vont promouvoir ça, qui vont permettre des nouveaux usages. Et on a les classes virtuelles qui sont ici. Ça, c'est la photo en 2020. Et en 2019, on commence à avoir des arrivées timides en France de la réalité virtuelle.
Et je vous l'ai dit, il y a 3 ans, il y a eu un impact majeur qui a changé beaucoup de choses dans nos vies personnelles, mais qui est en train de changer beaucoup de choses dans le domaine de la formation. Et globalement, attention parce que j'ai fait une super animation PowerPoint. Regardez bien. Hop là, attention. En fait, en 2 à 3 ans de temps, la classe virtuelle, elle est grimpée très très vite, elle a pris énormément d'essor. Je vous la remets parce que je suis très content de mon animation. Ça s'appelle Morphose dans PowerPoint, je vous invite à l'essayer. Et on a micro-learning et e-learning qui descendent un peu. La réalité virtuelle n'a pas bougé, elle est restée statique parce qu'il y avait des problèmes sanitaires et les serious games n'ont pas trop bougé. Pourquoi ça a un impact majeur? Ça a un impact majeur parce que ça change la donne pour le concepteur pédagogique. Le concepteur pédagogique, moi je vous ai dit, j'adore la neuropédagogie, puis j'ai une passion, c'est la cuisine. J'adore manger, j'adore cuisiner. Et je cherche des cours sur les sauces en ce moment. Et un concepteur pédagogique, il a plein d'ingrédients avec lesquels il peut cuisiner. Quand on regarde ces ingrédients-là, je vous en ai mis quelques-uns, les principaux. Là, depuis 3 ans, il se retrouve dans sa cuisine avec un ingrédient qui était peu utilisé à mon grand regret, qui est la classe virtuelle, et avec lequel il ou elle peut cuisiner. Ça, c'est pour vous donner un peu d'histoire de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que font à peu près tous les acteurs qui sont ici, plutôt dans le domaine du e-learning. Maintenant, je vais vous emmener dans la DeLorean et on va faire un peu de prospective. Moi, je m'intéresse beaucoup à finalement, mais c'est quoi la formation de demain? C'est quoi les compétences de demain? C'est quoi les impacts technologiques de demain? Et qu'est-ce que nous dit la science par rapport aux évolutions cognitives par rapport à tout ça? Si on regarde à très court terme, à 1 an, c'est quoi les 3 priorités des entreprises? Là, je vous mets des références à chaque fois, c'est le livre blanc de l'ISTF qui publie une annonce d'ailleurs tout à l'heure avec une mise à jour, donc je n'ai pas les derniers chiffres, on les aura tout à l'heure. Mais il y a peu de temps, les 3 priorités des entreprises, 1, je veux améliorer le e-learning asynchrone. 2, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rendre les classes virtuelles plus attractives et dynamiques. Oui, pourquoi? C'est cohérent. On a eu un boom, on a eu un essor, ça s'est fait un peu dans la douleur parce qu'il n'y avait pas trop de choix, et ça s'est peut-être fait un peu au détriment du côté attractif, qualitatif. Et 3, et c'est lié, on renforce le coaching, le mentorat, le tutorat, pour la même raison, parce qu'on développe des parcours qui sont multimodaux. Maintenant, si on regarde les entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent faire évoluer? Quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire évoluer dans votre offre de formation? Il y a 3 positions. Majoritaire à 56%, je veux plus de multimodal. Le concepteur pédagogique avec tous ses ingrédients. Numéro 2, je veux plus de distanciel asynchrone. Et numéro 3, une minorité, on n'évolue pas, on ne bouge pas. Ça, c'est, on va dire, la vision court-termiste de ce qui se passe dans les 12 mois qui viennent sur la formation professionnelle en France. Maintenant, si on regarde, que nous réserve l'avenir? Je ne connais pas Madame Irma. Par contre, on a accès à beaucoup de recherches. Pour celles et ceux qui connaissent le WEF, le World Education Economic Forum, il a eu lieu la semaine dernière à Davos. Ils réunissent les grands de ce monde et il y a plein d'études, il y a beaucoup de choses qui sont en libre accès. Je vous invite à y aller. Je vais vous donner quelques clés par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est que moi, je suis né en 77. Depuis les années 90, on est dans un monde en mutation. Un monde en mutation. Vous avez connu... Enfin, peut-être pas tous. J'ai connu Internet avec le truc... J'ai connu les smartphones. Là, on connaît beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, qui continuent à bouger. Est-ce que vous connaissez, si on prend toutes les compétences qui sont dans une entreprise, toutes les compétences, quel est le pourcentage des compétences qui seront impactées dans les 4 prochaines années? Pas d'idée? 44%. 44% des compétences de nos entreprises seront impactées dans les prochaines années, positivement, négativement. On parle de reskilling revolution, on parle de révolution des compétences, des savoirs, savoir-être, savoir-faire. Et il y a des enjeux majeurs. Pourquoi? Parce que, un, il y a des métiers qui vont disparaître. Ce week-end, je parlais avec un jeune, 19 ans, il m'expliquait qu'il allait se spécialiser en comptabilité. Je l'ai invité à déjeuner pour qu'on puisse discuter ensemble. Ça fait partie des métiers qui vont disparaître très vite. C'est pas moi qui le dis, hein. Pourquoi ça disparaît? Parce qu'on a l'adoption de nouvelles technologies. Il y a plein de nouvelles technologies, je vous ai mis un graphe avec des éléments. Si on regarde, là vous avez les principales nouvelles technologies en cours, je ne parle pas des prochaines, et leur taux de pénétration dans les entreprises.
Les premières, si vous regardez les 3 à 4 premières, vous les connaissez, vous êtes familières et vous les avez déjà vues dans vos environnements. On parle de big data, on parle d'objets connectés, on parle de cybersécurité. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les premières. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est en bas. Les robots, on parle de robolution. Je ne sais pas si vous avez vu. La semaine dernière, Elon Musk, dans ses entreprises aux États-Unis, au Texas, je crois, son robot, Optimus, on le voit, il est capable de plier un t-shirt. Pas facile de plier un t-shirt quand on est un robot, je pense. Et il le plie pas très vite, et il le plie, mais par contre, si vous regardez les doigts, il y a une dextérité qui est assez surprenante. 200 000 unités par an, cette année. Ça va arriver très vite, les robots. Pas que ça, hein, il y a plein d'éléments, il y a les véhicules autonomes, etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On a des métiers qui vont être impactés plus que d'autres. Les comptables vont être très impactés. Et quand on regarde tout ça, si on regarde tous les métiers, oui, il y a 44% des compétences qui vont être impactées. Mais du coup, si on connaît les compétences qui vont être impactées, on sait quelles sont les compétences de demain et on sait sur quoi on peut former. Si on regarde ça, en termes de prospective, sur les 4 prochaines années, je vais vous afficher, vous pourrez prendre des photos. Prenez pas la première photo, vous allez voir, il y a une animation sur le slide. Ça vous fait économiser une photo. Je bosse pas pour Kodak. Ça, c'est le top 15 des compétences. Dans l'ordre. En numéro 1, on veut former sur tout ce qui est pensée analytique, pensée créative. Je vous laisse afficher pour que vous puissiez le regarder. Là, il y a ça, c'est ce qu'on sait. Ce qui est intéressant, c'est comment ça évolue. C'est ce qui arrive derrière. Là, je vous ai mis, comme dans le top 50, qui a pris des places dans le classement? En 3, l'IA et Big Data. Une question pour vous. Qui forme dans ces entreprises réellement sur l'IA? Qui? Il n'y a pas une main levée. Elle est en numéro 3 des compétences. Dans mon entreprise, j'ai 30 collaborateurs à différents postes. Commerce, marketing, opération, graphisme, traduction. Ils sont tous impactés. Et dans vos entreprises, il y a de grandes chances que ce soit pareil. Et si on regarde après, on a, hyper intéressant, empathie, écoute active, responsabilité environnementale qui prend 10 places et qui rentre dans le classement. Là, ça, si vous êtes responsable formation, là, vous avez la liste des sujets sur lesquels vous avez intérêt à regarder pour commencer à préparer vos formations pour vos enjeux. Maintenant, si on regarde ça, on sait qu'au niveau de la formation professionnelle, c'est quoi les enjeux technologiques pour nous qui travaillons, a priori vous travaillez dans le domaine de la formation, c'est quoi les enjeux technologiques de demain? Je me suis arrêté à la réalité virtuelle tout à l'heure, mais il y a d'autres sujets. 1, on a l'adaptive learning. Je vous les ai mis à peu près dans l'ordre de ce qui devrait arriver. L'adaptive learning, c'est former un individu par rapport à son niveau, ses besoins à un instant T, et lui apporter la meilleure réponse. Super solution. Compliqué aujourd'hui à mettre en place, il y a encore pas mal de défis d'un point de vue des outils, mais on commence à y arriver. 2, les métaverses. Il y a la réalité virtuelle et puis derrière, il y a les métaverses. On a Mark Zuckerberg qui en fait une méga promotion avec Meta, etc. Je vous donne un chiffre que j'ai noté là, pour ne pas vous dire de bêtises. Selon Gartner, d'ici 2026, dans 2 ans, 25% des personnes passeront 1 heure par jour dans le métaverse. 25%, un quart de la salle, c'est 1 heure par jour dans le métaverse. On n'y est pas pour le moment, mais c'est en train d'arriver. Et le 3e, l'enseignement par une IA. L'IA nous impacte dans les métiers, dans la formation. L'impact majeur, ce sera ça. On aura des enseignements par une IA, ce sera dans la formation professionnelle, mais aussi, je pense, dans la formation pour les enfants. Et en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. On arrive à un moment où il y a des choses qui sont en train de se regrouper si on analyse tous ces phénomènes. Il y a des compétences qui doivent évoluer, il y a des technologies qui sont en train d'arriver, on a eu le Covid qui a été un accélérateur. Et en fait, on arrive à un moment où ces deux mondes, il va se passer quelque chose. Globalement, il y a 4 ans, en 2020, juste avant le Covid, dans ce salon, je vous aurais dit, ça ne peut pas bouger avant 10 ans. Je me serais bien trompé. Aujourd'hui, je vous le dis, on y est, et le changement, il est opéré, il est maintenant. Il va se passer 2 choses. Il y a des acteurs qui vont rester là où ils sont, dans les sociétés e-learning, dans la formation continue, et les acteurs qui vont muter. Parce que tous les ingrédients sont là pour muter et apporter beaucoup de choses aux apprenants. Nous, chez Exos, on est positionné ici. C'est pour ça que j'ai mis un pull rose aujourd'hui, il ne sera plus là demain.
Et chez Exos, en fait, on a fait le choix, c'est ce que je vous annonce aujourd'hui, on se positionne là, au milieu. Parce que c'est là où, pour moi, et c'est nos convictions et je vais vous en parler, on doit aller. Et aujourd'hui, je vous l'annonce en avant-première, on a changé de marque. Ça, c'est notre nouvelle marque. Il reste un petit peu de rose. Ça, je vais enlever mon pull bientôt. Et je vais vous parler, pour nous, chez Exos, c'est quoi la formation de demain? La formation de demain, le 25 janvier. Je ne sais pas si on aura le temps. Petite dédicace à un film que j'aime bien. Pour moi, la formation de demain, et pour nous chez Exos, la formation de demain, c'est 5 composantes et je vais vous expliquer lesquelles. 1. L'usage des sciences cognitives. Je parle de neurosciences de l'éducation, je parle de psychologie cognitive, je parle de neuropédagogie. Il y a trop, encore dans nos entreprises, de concepteurs pédagogiques qui ne connaissent pas les sciences cognitives. Et c'est fort dommage. 2. La formation de demain, elle est plus linéaire. C'est plus jour 1, sujet A, sujet B, sujet C, jour 2, sujet D, sujet E, sujet F. Ça, c'est fini. La formation de demain, elle est systémique. Et elle doit être systémique, dans 90% des cas. Elle doit être systémique pour que les concepts puissent être reliés entre eux et pour préparer ce qui va arriver derrière. Et pour pouvoir faire de l'entrelacement par rapport au concept. Numéro 3, elle est quasi plus unimodale. Quand je dis unimodale, c'est présentiel ou e-learning, deux mondes. Elle est hybride. Elle est blended, si vous préférez le terme, c'est un peu différent, mais bon, globalement, elle est hybride. On aura des cas où on va continuer à former en présentiel, et ce sera OK. On aura des cas où on va continuer à former en e-learning asynchrone, et ce sera OK. Mais dans la majorité des cas, on sera là-bas. Dans de l'hybride, pourquoi? Pour tirer profit du meilleur des deux mondes. Du présentiel, de la classe virtuelle, du e-learning, de la réalité virtuelle, pour mixer tout ça. Et moi, j'aime bien les petits pois, mais pas tout le temps. Moi, j'aime bien la variété des produits, notamment quand je cuisine. 4, et celui-là, il me tient beaucoup à cœur. Quand je vous parlais de la réforme de Delors en 1971, elle a eu beaucoup de bénéfices, mais dans le temps, en 50 ans, elle a eu beaucoup de contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est que comme on rembourse le temps passé d'un apprenant en salle, qu'est-ce qui s'est passé? Les temps pédagogiques, ils ont fait ça. Problème, c'est que le temps d'attention d'un apprenant, qu'est-ce qu'il a fait dans l'autre sens? Il a fait ça, il a chuté. On a augmenté, on se retrouve avec des formations présentielles de 2-3 jours. Globalement, moi, c'est pas assez rapide. Un apprenant, il veut de l'instantanéité. Il veut être formé maintenant, rapidement, et j'ai pas de temps à perdre. Et pour moi, on doit viser des parcours avec de l'efficacité temporelle, pas pour répondre à une obligation légale, mais pour répondre à un besoin apprenant qui doit être formé parce que les compétences de demain, elles arrivent. Il doit être formé sur l'IA, il doit être formé sur apprendre à apprendre, il doit être formé sur la responsabilité environnementale, etc. Et le 5e, on n'est plus dans certains cas, il y a encore un mix dans des entreprises où on a un amalgame de pas formation, on est plutôt dans de l'information, dans la transmission d'une information, et on doit aller vers de l'adaptive. En allant vers de l'adaptive, on va pouvoir personnaliser les parcours, et c'est un gros défi par rapport à ça. En tout cas, ça sont nos 5 convictions chez Exos. La formation de demain, elle utilise les sciences cognitives, elle est systémique, hybride, efficacité temporelle et adaptative.